Bonjour maître. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Pouvez-vous nous dire ce qu'est un étranger dans le droit français? C'est tout simplement une personne qui n'est pas de nationalité française. Si un étranger obtient la nationalité française, perd-il celle de son pays d'origine? Les pays qui refusent la double nationalité sont l'Azerbaïdjan, la Chine, la Géorgie, la République démocratique du Congo, le Japon, l'Ukraine et l'Inde. En France, c'est accepté. Qui décide d'accorder la nationalité française et au nom de quoi? L'article 34 de notre Constitution prévoit que c'est la loi qui fixe les règles en matière de nationalité. Qui vote la loi, ce sont les députés et sénateurs qui forment le Parlement. Pour la naturalisation, c'est d'une part le fait de résider depuis un certain nombre d'années en France. Il y a le fait de s'intégrer en France. Dernière condition, c'est le fait d'avoir une stabilité professionnelle en France, d'avoir ses attaches familiales et bien sûr de ne pas être une menace pour la société. Est-ce qu'une carte d'identité ou un passeport étranger peuvent donner le droit de travailler, de se loger et de se marier dans le pays d'accueil? Il faut une autorisation de travail qui résulte soit d'un titre de séjour, soit d'une autorisation donnée par la préfecture. Si une société fait travailler un étranger ou une étrangère qui n'a pas d'autorisation de travail, il commet une infraction. La liberté de se marier, c'est un droit protégé par la Constitution française. Alors le droit d'asile, c'est pour que chaque personne qui est persécutée, soit au nom de sa religion, soit au nom de son ethnie, soit au nom de ses idées politiques ou de son appartenance à un groupe social, puisse trouver refuge dans l'un des pays qui a adopté la Convention de Genève. Donc ceux qui ont le droit d'asile, on appelle ça des réfugiés. On parle beaucoup dans les journaux de la crise des migrants. Pourriez-vous nous expliquer ce que cela veut dire? En ce moment, sur notre planète, il y a beaucoup de zones de guerre. Tous les pays européens, et même les pays comme la Libye ou la Turquie, ne savent plus comment gérer cet afflux massif de personnes qui cherchent refuge. Pourquoi les migrants sont-ils regroupés dans des centres de rétention? En France, un centre de rétention, c'est un lieu où on retient les étrangers qui sont en situation irrégulière et qui ont une obligation de quitter le territoire prise par la préfecture. Ces migrants dont on parle, ce sont ces gens qui cherchent refuge. Et une personne qui cherche refuge, elle va demander d'abord l'asile. Et un demandeur d'asile, on n'a pas le droit de le mettre en centre de rétention. Il a le droit à un logement. On appelle ça les centres d'accueil des demandeurs d'asile. Alors, il n'y a pas toujours de la place, mais le principe, c'est ça. Est-ce qu'on peut donner des soins à un étranger sans papier? Si une personne est malade, si une personne est ou même en danger, si les secours n'interviennent pas, si elle n'est pas soignée, c'est de la non-assistance à personne en danger, ce qui est un délit. Les personnes qui sont sans papier, souvent, n'ont pas beaucoup d'argent. Alors la France a fait le choix de mettre en place l'aide médicale d'État. Une personne étrangère qui a plus de 3 mois de résidence en France peut demander cette aide médicale d'État. C'est une assurance sociale. Dans ces cas-là, tous les frais médicaux seront payés par cette aide médicale d'État. Alors comment elle est financée, cette aide médicale? Comme la sécurité sociale, c'est les cotisations. Les sans-papiers travaillent quand même parce qu'il faut qu'ils mangent à la fin du mois. Certains ont même des bulletins de paye, ils payent des cotisations, achètent des biens de consommation. Et sur ces biens, il y a une taxe qui s'appelle la TVA, donc les sans-papiers, ils payent des impôts aussi. Est-ce que la gravité d'un état de santé peut justifier l'accueil d'un étranger? L'article L313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile prévoit qu'un étranger qui est victime d'une maladie grave et qui ne peut pas être soigné dans son pays d'origine a droit à un titre de séjour. Dans quel cas peut-on venir en aide à un étranger? Est-ce qu'on a besoin d'autorisation? Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 30 000 €. Alors, il y avait des exceptions qui étaient prévues. Si c'est une personne de votre famille, on ne peut pas vous reprocher de lui venir en aide. En 2012, ils ont mis une deuxième exception. Elle existait déjà avant, mais elle était plus restrictive. Ils l'ont réécrite en 2012. C'est l'article L622-4. Il n'y a pas de sanction pénale. Lorsque l'aide vient d'une personne physique ou morale, une personne morale, c'est une association. Lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinés à assurer des conditions de vie dignes et décentes de l'étranger. Si on veut assurer une vie décente et digne à des personnes sans papier, c'est pas du délit de solidarité.
Le but de ce texte, normalement, c'est quoi? C'est pour éviter les filières. Des passeurs qui, croyez-moi, dépouillent les étrangers. Des fois, les maltraitent, qui des fois les jettent dans des canaux dont ils savent très bien que le canot, il va couler. Et ces gens-là meurent en mer. Est-ce qu'on peut accueillir des étrangers sans papier chez soi? Oui, on peut accueillir un sans-papier chez soi et normalement, on ne doit pas pouvoir être poursuivi. Alors, si on reçoit un loyer, c'est là où je vais rentrer dans le détail. Le texte a dit sans contrepartie directe ou indirecte. Donc, normalement, il ne faut pas lui demander de l'argent, si on a le malheur de lui demander de l'argent. Ou si la personne, gentiment, va dire bah, je veux te payer un peu, je veux participer aux frais, là, ça va être délicat, parce que c'est une contrepartie. Alors, tout va se jouer sur le montant. Si c'est, je vais payer le repas, je vais faire les courses, on ne va pas dire que c'est une contrepartie. Si on donne 500 € chaque mois, ça commence à être plus délicat. La classe de 4e C et moi-même, nous vous remercions sincèrement. Merci. Je vous en prie, c'était une belle expérience. Merci beaucoup.